La soi-disant guerre de 10 jours de Poutine est maintenant un désastre de 3 ans. Plutôt que de marcher sur Kiev, ses troupes peinent à résister. L'Ukraine a riposté plus fort que prévu, notamment par Poutine. L'Occident est intervenu avec des milliards en armes et en aide. Les pertes russes ont grimpé en flèche, dépassant les 800 000. D'une manière ou d'une autre, l'Ukraine a même envahi le territoire russe. Ce n'était pas le plan. Poutine croyait son armée invincible. Il espérait une victoire rapide et aisée. Au lieu de cela, il est coincé dans une guerre d'usure brutale, sans fin en vue. Alors, qu'est-ce qui a terriblement mal tourné ? Comment l'invasion russe s'est-elle effondrée avant même d'avoir réellement débuté ? Analysons la situation, en débutant par l'instant où la guerre de Poutine a échoué. La plus grande erreur de Poutine lors de son invasion de l'Ukraine a été ses hypothèses erronées sur la volonté du pays de riposter. Le dirigeant russe a longtemps affirmé que les Russes et les Ukrainiens ne formaient sans qu'un seul peuple, décrivant l'Ukraine comme un pays séparé à tort de la Russie lors de la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Dans l'esprit de Poutine, beaucoup en Ukraine étaient déjà pro-russes, et il avait un argument. L'Ukraine abritait 8,334 millions de Russes ethniques et de russophones en 2001. Les Russes ethniques représentaient un peu plus d'un tiers de la population ukrainienne dans des zones clés comme Donetsk et Louhansk, donnant du crédit, du moins pour Poutine, à l'idée que ces gens accueilleraient volontiers la Russie à bras ouverts lorsqu'elle a envahi. Ces personnes favorables à la Russie partageraient son antipathie pour l'hégémonie occidentale, notamment de l'OTAN et de l'UE. Ils appréciaient de la culture russe et envisageraient peut-être même de se battre aux côtés de la Russie au début de l'opération militaire spéciale. Nous savons maintenant que cela ne s'est pas produit. Si quoi que ce soit, l'invasion de Poutine n'a fait que créer une Ukraine plus unifiée. Même les pro-russes, qu'il espérait accueillir, commencent à se retourner contre lui. Des signes auraient dû alerter Poutine. L'annexion de la Crimée par Poutine a été réalisée selon le même processus de pensée, à savoir que les populations pro-russes du sud-est de l'Ukraine seraient heureuses de faire partie de la Russie. Cependant, un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev a révélé le contraire. Un sondage mené en 2025 auprès des habitants de 8 provinces du sud-est de l'Ukraine, dont plusieurs sont maintenant sous contrôle russe ou en ligne de front, révèle que 70% s'opposent à la séparation de l'Ukraine. 15% souhaitaient la séparation, et parmi eux, beaucoup préféraient une décentralisation de l'Ukraine et plus d'autonomie pour leur région, plutôt que de rejoindre la Russie, 45%. Poutine n'avait pas le soutien qu'il croyait avoir, et cela a empiré pour lui durant les 3 années depuis le début de son opération militaire spéciale. Selon un sondage du centre Razumkov, 94% des Ukrainiens sont maintenant fiers de leur citoyenneté. 71% ont affirmé qu'ils défendraient leur pays. Les attitudes envers la Russie ont rapidement changé suite à la guerre initiale de 10 jours. En 2019, seulement 20% des Ukrainiens ont déclaré qu'ils ressentaient négativement envers la Russie. Une semaine avant l'invasion de Poutine, 34% des Ukrainiens avaient une opinion positive de la Russie. 3 mois plus tard, ce nombre était tombé à seulement 2%, avec un écrasant 92% disant qu'ils voyaient la Russie négativement. Cela aurait inclus une grande partie des Russes ethniques, qui représentent environ un tiers de la population ukrainienne, montrant que les suppositions de Poutine sur la population pro-russe en Ukraine étaient complètement erronées. Ces hypothèses sur un retournement des Ukrainiens contre leur président Volodymyr Zelensky étaient aussi erronées. Il a tenté de dépeindre Zelensky en nazi, renforçant sa vision des Russes et Ukrainiens comme un seul peuple attendant la réunification. Les suppositions de Poutine sur l'accueil favorable des Ukrainiens à un régime pro-russe à Kiev ont nourri son plan initial d'utiliser des groupes infiltrants comme Wagner pour éliminer la direction de l'Ukraine. L'avantage numérique de la Russie n'entrerait pas directement en jeu. La plupart des militaires russes joueraient des rôles de soutien, prenant le contrôle des villes ukrainiennes une fois la direction éliminée. Poutine a sous-estimé la force de combat de l'Ukraine, qui s'est avérée bien supérieure à ce qu'il pensait. L'Ukraine avait rénové ses défenses aériennes en 2022, avec l'aide de l'Occident. Ces nouvelles armes avaient un meilleur ciblage et elles disposaient de plus de missiles solaires mobiles. Ces 2 éléments rendraient la supériorité aérienne théorique de la Russie presque non pertinente par la suite. L'Ukraine avait également formé une armée territoriale en janvier 2022. De nombreuses forces ukrainiennes avaient aussi combattu dans le Donbass contre des groupes pro-russes, et les rotations régulières signifiant que beaucoup dans la petite armée de l'Ukraine avaient une grande expérience à apporter. Les améliorations de l'armée ukrainienne seraient perceptibles durant les 10 premiers jours du conflit. Quand environ 360 000 soldats russes ont franchi la frontière, l'expérience de l'Ukraine lui a permis de les repousser pendant que Kiev positionnait stratégiquement ses troupes en défense.
Les soldats beaucoup moins organisés de la Russie ont réussi à prendre Mariupol et à prendre d'assaut les villes de Sumy, Kharkiv et Kherson. Mais dans ces 3 dernières villes, ils ont fait face à une résistance plus forte que prévu. Les troupes ukrainiennes à Sumy et Kharkiv ont réussi à repousser les Russes, au point où Poutine a rapidement perdu ces villes. 3 ans après, Kherson demeure une zone de guerre. La Russie s'est rapprochée de Kiev, mais les assassinats planifiés de la direction ukrainienne par des mercenaires et forces spéciales n'ont pas eu lieu, et la Russie a été rapidement repoussée. Le point est que l'Ukraine s'est défendue. Les suppositions de Poutine se sont révélées erronées, le forçant à se retirer et à se réorganiser. La guerre de 10 jours s'est muée en un conflit de 3 ans, Poutine usant de tactiques d'attrition pour épuiser l'Ukraine tandis que cette dernière bénéficie d'un soutien occidental massif pour se défendre. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, la Russie a subi plus de 845 300 victimes dans les 3 ans depuis que Poutine a commencé sa guerre. Environ la moitié de ces victimes ont eu lieu en 2024, le Kiev Independent, rapportant que la Russie a perdu 427 000 de ses soldats, rien que cette année-là. Les pertes se sont accrues au second semestre, 2024, lorsque Poutine a déployé plus de troupes à Donetsk. En décembre 2024, la Russie perdait des soldats à un rythme de 1585 par jour, battant le précédent record de 1523 par jour, établi le mois précédent. Fin 1700 par jour. Quel était le taux de perte total du mois ? 48 670, selon l'état-major général de l'Ukraine. Malgré les pertes massives subies, la Russie a tout de même réussi à réaliser quelques gains grâce à sa stratégie de guerre d'usure. L'Institut pour l'étude de la guerre dit qu'il avançait à travers l'Ukraine à un rythme de 27,96 km² par jour en novembre 2024. Au total, la Russie a réussi à prendre 1609 miles carrés du territoire de l'Ukraine en 2024, la menant au point où elle contrôle maintenant environ 20% du pays. Cependant, il s'agit d'un taux de perte massif, aggravé par le recours croissant de Poutine à des tactiques de vagues humaines, depuis le début de son invasion il y a 3 ans. De plus, détenir 20% de l'Ukraine n'est qu'une légère amélioration pour la Russie, qui contrôlait déjà environ 18% du pays ces 2 dernières années. Les tactiques de vagues humaines de Poutine sont nécessaires à cause des pertes d'équipement de la Russie ces 3 dernières années. Nous y reviendrons plus tard. L'Ukraine a également subi de lourdes pertes cette année. Comme l'a révélé Zelensky en décembre, 2024, 43 000 soldats ukrainiens ont péri face à la machine de guerre russe. De plus, 370 000 autres soldats ukrainiens ont été blessés. Zelensky a cependant souligné que de nombreux soldats blessés sont retournés au combat. Cela prend en compte que dans notre armée, environ 50% des blessés retournent au service, et toutes les blessures sont enregistrées, y compris les mineures et répétées. Et n'oublions pas que nous avons réussi à ramener 3767 guerriers de la captivité russe, a-t-il dit en annonçant les chiffres. Malgré une guerre censée durer 10 jours, les pertes sont très élevées des deux côtés, surtout pour la Russie. Quelles sont les raisons de ces taux de pertes si importants côté russe ? Les pertes d'équipement du pays y sont pour beaucoup. Au cours des 3 dernières années, l'Ukraine rapporte que la Russie a perdu plus de 9 900 chars, 20 700 véhicules de combat blindés et environ 22 700 unités d'artillerie. Elle a aussi perdu plus de 360 avions, plus de 24 000 drones et un nombre stupéfiant de 28 navires. La Russie a même perdu un sous-marin face à l'armée ukrainienne qui a une force navale minimale. Toutes ces pertes démontrent l'incompétence de Poutine en tant que tacticien militaire. Prenons l'exemple de la flotte russe de la mer Noire. Cette flotte devait relier la Crimée annexée au sud de l'Ukraine via la mer Noire. L'Ukraine prétend avoir éliminé au moins 26 des navires de cette flotte, ce qui représente environ un tiers de la force navale depuis le début de l'invasion de Poutine. La Russie ne peut pas réapprovisionner sa flotte avec de nouveaux navires, car la Turquie lui interdit de faire naviguer des bâtiments militaires par le Bosphore. La situation est si mauvaise pour la Russie qu'elle a dû retirer la quasi-totalité de la flotte de la mer Noire en positions défensives autour de la Crimée, la rendant presque inefficace contre l'Ukraine. C'est seulement un exemple parmi d'autres de l'échec de Poutine à démontrer la supériorité militaire russe face à l'Ukraine. L'armée de l'air russe surpasse celle de l'Ukraine en termes de nombre total d'appareils. Cependant, quelques mois après que la guerre de 10 jours s'est transformée en conflit actuel, la Russie a peu utilisé son aviation en Ukraine. Pourquoi ? Elle n'a pas réussi à établir sa supériorité aérienne durant les premiers mois. L'Ukraine a montré un talent remarquable pour abattre les avions russes dès le début, laissant Moscou effrayé de s'engager avec ses atouts aériens, en particulier ses avions de chasse modernes Su-57, dans le conflit. La plupart des avions russes ont été limités à lancer des missiles et des bombes planantes en Ukraine, depuis l'arrière des lignes de front.
Bien que ces bombes et missiles aient causé beaucoup de dégâts, cette utilisation restreinte signifie également que les soldats russes au sol n'ont pratiquement aucun soutien aérien, à part les drones. La Russie n'a pas eu beaucoup plus de succès avec son équipement terrestre non plus, comme vous pouvez le voir à partir de ses énormes pertes en tanks, véhicules blindés et artillerie. Et ça empire encore pour Poutine. Les fabricants russes ne peuvent pas suivre le rythme des pertes. En 3 ans, Poutine a transformé la Russie en économie de guerre, mais même cela a ses limites. La Russie a ajouté 500 000 travailleurs à la production de défense depuis le début de son invasion, et elle peine à en trouver davantage. La Russie produit un nombre record de bombes planantes et d'obus d'artillerie, atteignant 3 millions d'obus par an d'ici 2024. Mais il y a beaucoup de signes de tension. Malgré sa production élevée d'obus d'artillerie, la Russie doit compter sur l'approvisionnement de la Corée du Nord. Environ la moitié de ces obus proviennent de ses camarades nord-coréens, selon la politique étrangère. Pour l'artillerie et les chars russes, le problème se résume aux forges rotatives. Chacune de ces forges est capable de produire environ 10 canons pour les unités d'artillerie et de chars par mois. La Russie a 2 de ces forges. Cela représente 20 nouveaux canons par mois, alors que la Russie perd 220 unités d'artillerie et environ 100 chars dans le même laps de temps en Ukraine. Ces problèmes se traduisent par moins d'équipements russes sur le terrain. Sans le soutien aérien et naval espéré par Poutine, il doit compter sur l'envoi de vagues humaines pour battre les défenses de l'Ukraine, expliquant les taux de pertes massifs de la Russie. Donc, après 3 ans de guerre, les armées ukrainiennes et russes sont devenues minuscules par rapport à leur taille en 2022, n'est-ce pas? Non. Les 2 pays ont développé leurs armées au cours des 3 dernières années, malgré toutes les morts et destructions. Lors de son apparition sur le podcast de Lex Fridman en janvier 2025, Zelensky a déclaré que son pays compte maintenant 980 000 personnels actifs. Zelensky a affirmé que l'armée ukrainienne est la plus importante d'Europe. La deuxième place après nous, la France, est 4 fois plus petite. La Russie a également augmenté massivement son nombre de personnel, Poutine ayant signé un décret en septembre 2024 qui a porté le personnel militaire et le personnel combiné du pays à 2,38 millions. Comparé aux soldats actifs au début de la guerre de Poutine, 900 000 pour la Russie et environ 190 000 pour l'Ukraine. Ces chiffres montrent comment le conflit a évolué en 3 ans. Les 2 pays sont plus grands que jamais, militairement parlant, mais ils ont également payé le prix en personnel car la guerre de 10 jours de Poutine s'est transformée en un conflit d'attrition de 3 ans. Qu'avons-nous d'autre vu dans les 3 ans depuis que la Russie a lancé son opération militaire spéciale? L'essor des drones. Les drones, qu'ils soient aériens, navals ou terrestres, se sont imposés comme les armes les plus destructrices dans les arsenaux des 2 pays au cours des 3 dernières années. L'Ukraine utilise efficacement ces drones pour attaquer des cibles en profondeur en Russie, ciblant principalement les capacités de raffinage pétrolier du pays. En juillet 2024, l'Ukraine avait réduit le raffinage du pétrole russe de 17%, coupant au passage les approvisionnements clés aux forces russes sur le front. Les drones ont été si utiles à l'Ukraine qu'elle consacre des millions de dollars à leur production. En mars 2024, elle avait atteint le point où elle pouvait produire 150 000 drones par mois. En octobre, elle était capable de construire 4 millions de drones par an, ce qui représente plus de 330 000 par mois. La Russie suit de près, utilisant aussi des drones en plus des missiles et bombes planantes, pour dévaster les villes ukrainiennes durant les 3 dernières années. Poutine déclare que la Russie prévoit d'augmenter la production et l'acquisition de drones presque 10 fois en 2024, ce qui lui donnerait une production annuelle de 1,4 million par an. Poutine a déclaré que celui qui réagit le plus vite à ses exigences sur le champ de bataille l'emporte, en soulignant l'importance des drones dans la guerre. Et il a raison. Et la Russie est derrière l'Ukraine sur ce front. C'est une chose que Poutine n'avait pas prévue en lançant sa guerre de 10 jours. Les drones auraient dû être insignifiants, l'Ukraine étant supposée capituler avant même d'avoir pu réellement combattre. La guerre qui a duré 3 ans a permis à l'Ukraine de montrer à quel point les drones peuvent être puissants, ce qu'elle a fait depuis le début. Lors de l'invasion initiale, Poutine, convaincu de la supériorité aérienne russe, a dit à ses troupes de considérer tout ce qu'elles voyaient dans le ciel comme alliés. L'Ukraine a profité de cela, utilisant des drones Bayraktar pour décimer les colonnes de chars et l'infanterie au sol lors de la première invasion. L'utilisation de drones a dépassé toutes les attentes depuis le début de la guerre, surprenant même Poutine. L'Ukraine entre en territoire russe. Les choses sont devenues si mauvaises pour la Russie que l'Ukraine a pu profiter des défenses frontalières affaiblies pour lancer une contre-invasion en août 2024. L'Ukraine a franchi une des principales lignes rouges de Poutine sans répercussion, en prenant 93 établissements,
et environ 450 miles carrés de territoire en à peu près 2 semaines. La Russie a dû combattre sur son territoire. Poutine, désespéré, a signé un pacte de défense avec la Corée du Nord, permettant à environ 12 000 soldats nord-coréens de combattre à Koursk en Russie. En échange, la Russie a probablement dû renoncer à des secrets militaires, en plus de dépenser d'énormes sommes d'argent pour ses soldats. La stratégie semble fonctionner. La Russie prétend avoir repris 63,2% du territoire de Koursk qu'elle a perdu au 17 janvier 2025, mais ce n'est pas du tout ainsi que Poutine envisageait son opération militaire spéciale. Ce qui devait être un conflit de 10 jours menant à une victoire russe facile s'est transformé en une guerre d'usure qui a coûté à la Russie près de 850 000 soldats. De nombreux équipements russes sont détruits sur le champ de bataille. La Russie a été envahie, et Poutine a dû s'allier avec la Corée du Nord pour maintenir son pays à flot. Une seule question demeure. La suite ? Alors que la guerre en Ukraine se poursuit en 2025, des pourparlers de paix commencent à émerger. Donald Trump, en tant que président des États-Unis, espère faire avancer un plan de paix pour mettre fin à la guerre. Le contenu exact du plan reste inconnu à l'heure actuelle. Selon Reuters, le plan pourrait impliquer que l'Ukraine cède à la Russie le territoire déjà perdu et ne rejoigne pas l'OTAN pendant plusieurs décennies. En échange, les États-Unis aideraient à négocier une zone tampon de 800 miles sur les lignes de front, occupées par des troupes européennes, tout en continuant à former et soutenir militairement l'Ukraine. C'est une version du plan du moins, il y en a probablement d'autres. Pour sa part, Zelensky a affirmé qu'il est prêt à négocier une forme de paix maintenant. Surtout que l'Ukraine détient toujours du territoire à Koursk qu'elle peut utiliser comme monnaie d'échange. Cependant, il souhaite toujours adhérer à l'OTAN. Il reste à voir si le président de l'Ukraine est vraiment ouvert aux pourparlers de paix ou s'il dit simplement cela pour avoir Trump de son côté. Toutefois, ces pourparlers pourraient ne jamais avoir lieu. Poutine semble confiant que la guerre d'usure qu'il a créée aura un tel impact sur l'Ukraine qu'une victoire russe est inévitable. C'est selon le Conseil de l'Atlantique, qui souligne que les propres pertes lourdes de l'Ukraine ont également à faire face à des niveaux records de désertion et à une crise de main-d'œuvre, tout comme la Russie. Poutine parie que la Russie, avec plus de ressources humaines, peut mieux gérer ces crises que l'Ukraine. Poutine poursuivra la guerre d'usure malgré les appels à la paix de Trump et Zelensky s'il est prêt à prendre ce pari. Cela pourrait signifier que la Russie verrait son taux de perte dépasser 1 million une fois la guerre entrée dans sa 4e année, avec peu d'améliorations prévues pour son secteur manufacturier en difficulté. Il semble donc y avoir 2 issues possibles. Une paix, potentiellement négociée par Donald Trump, qui humilie Poutine alors qu'il échoue à obtenir tous ses objectifs de cette guerre de 10 jours, devenue un conflit d'attrition de 3 ans. Sinon, Poutine poursuit ses actions actuelles, espérant que l'Ukraine s'épuise avant la Russie. Que pensez-vous qu'il va se passer ? Et quel est votre avis sur l'invasion de 10 jours de Poutine alors que la guerre en Ukraine entre dans sa 4e année ? Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez vos avis en commentaire.